À un moment donné, il faut être juste, les gars. La France aux Français. Ce territoire-là, on l'appelle France. Donc, ce qui veut dire que les propriétaires terriens, ce sont les Français. Donc, la France leur appartient. C'est à eux de décider de comment est-ce qu'ils veulent que ça fonctionne dans leur pays. Dans une vidéo, il y a une jeune femme qui essaie d'expliquer pourquoi c'est justifié que l'extrême droite française, que l'extrême droite en règle générale en Europe, soit aussi prompte à mettre en place des lois d'immigration beaucoup plus sévères et être en règle générale beaucoup plus sévères avec les étrangers sur leur territoire. Il faudra qu'on écoute sa vidéo pour argumenter. Je sais, ce sera très difficile, mais ça va aller. On a déjà vu pire. J'insiste pour que vous regardiez la vidéo jusqu'à la fin. Sa vidéo à elle fait environ 2 minutes 40 et on va débunker argument par argument pour que ce soit très clair. Cette approche va aussi vous aider pour les prochaines fois parce que quand les gens vont sortir ce genre d'arguments, ce genre de stupidité, vous allez juste leur envoyer la vidéo ou juste leur envoyer la partie en disant « Ok, regardez de telle partie à telle partie ». À un moment donné, il faut être juste, les gars. La France aux Français. Ce territoire-là, on l'appelle France. Donc, ce qui veut dire que les propriétaires terriens, ce sont les Français. Donc, la France leur appartient. C'est à eux de décider de comment est-ce qu'ils veulent que ça fonctionne dans leur pays. C'est pas aux étrangers, à nous autres, de leur dire « Voilà comment nous, on veut que vous fassiez. » C'est leur pays, c'est leur territoire. Ils font ce qu'ils veulent. Ça ne nous arrange pas, on dégage. C'est déjà très important de définir ce qu'est un Français. Est-ce qu'un Français, c'est une personne ayant la nationalité française? Est-ce qu'un Français est une personne qui est née en France? Est-ce qu'un Français, c'est un blanc ou un Français, c'est celui que les dirigeants désignent comme étant un Français? Pourquoi est-ce que c'est important de définir ce qu'est un Français? En fonction de la définition d'un Français, il y aura plus ou moins de personnes qui seront éliminées de la liste en réalité. C'est pour ça que c'est important de le définir. Mais on le sait très bien. La vraie question, ce n'est pas qui est français, c'est plutôt qui n'est pas français. Et à ce niveau, il y a une distinction de couleur de peau. Et d'ailleurs, la fille de la vidéo aussi le sait. C'est pour ça qu'elle dit « à nous autres ». Bardella n'est pas d'origine française si on va aller sur ce terrain-là. Il est d'origine italienne et algérienne. Il est né en France comme des millions de Noirs d'origine africaine dont les parents ont aidé à construire la France ou ont même construit la France après la Seconde Guerre mondiale. Donc techniquement, des millions de Français qui sont nés en France sont censés être français au même titre que Bardella. Maintenant, si on admet que c'est une question de couleur de peau, là on va entrer dans l'histoire. Là on va dire les vrais termes. Là on verra à qui appartient vraiment la France. La France à l'origine n'est même pas blanche. Quand les Africains qui se sont installés en Europe ont développé les civilisations en Occident, il n'y avait même pas encore les Blancs sur Terre. Donc on ne va même pas dire qu'il n'y avait pas les Blancs en Europe, non, c'était même sur Terre qu'il n'y en avait pas du tout. En dessous de la chapelle Notre-Dame de Paris, il y a ce qu'on appelle une Vierge Noire. C'est une relique qui date de 15 000 ans et qui marque la présence des premiers Africains qui ont peuplé l'Europe. La première trace des Blancs sur Terre est dans le Caucase et les plus vieux vestiges sont seulement de 8500 ans. C'est cette humanité qu'on appelle les Yamnaya. Quelle était la couleur de peau des Européens à la préhistoire? Sur les représentations classiques, la peau de nos ancêtres est rarement fiable. En fonction des époques, des lignes éditoriales de revues ou bien de présupposés racistes, la couleur de la peau des personnages est souvent subjective. Pour savoir quelle teinte adopter, il faut aller lire les dernières avancées de la recherche en la matière. Pour rappel, notre espèce Homo sapiens est apparue et a évolué en Afrique avant de se répandre sur tous les continents. Les premiers sapiens qui sont arrivés en Europe il y a 50 000 ans avaient donc la peau noire. Confrontés à un environnement bien plus froid et en pleine période glaciaire, on peut penser qu'ils ont rapidement évolué vers une peau plus claire. Et ben en fait, pas du tout. Aujourd'hui, les études de paléogénétique estiment que les chasseurs-cueilleurs d'Europe à la préhistoire ont gardé très longtemps la peau foncée. La peau claire, sans doute apparue dans le Caucase, aurait été répandue plus tard par les populations du Proche-Orient qui ont peuplé l'Europe au néolithique il y a seulement 8000 ans. Donc finalement, le Cro-Magnon blanc et blond façon Rahan, ça n'a jamais existé. L'histoire des Yamnaya était sanglante dès leur premier contact avec les civilisations noires vivant en Europe à cette époque, ce qui n'a rien de différent aujourd'hui, vous allez me dire. Moi, je descends des Yamnaya. Et moi, et la grande majorité des Européens actuels. Et c'était des peuples nomades, et tout d'un coup, il y a 5000 ans, on ne sait pas pourquoi, ils ont quitté leur territoire et ils ont débarqué en Europe. Dans toute l'Europe? Dans toute l'Europe. Ils ont mis 500 ans pour la traverser l'Europe, du coup, d'est en ouest. Mais par contre, ils ont laissé une trace encore plus indélébile. Ils ont laissé leurs gènes. Et vous et moi, en France, avons 35% environ de gènes qui proviennent d'une ascendance Yamnaya.
35%, 35%, de c'est gènes. énorme. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour que j'ai, jusqu'à 5000 ans après, 35% de gènes Yamnaya? Très bonne question, le père. Comment se fait-il que les Européens aujourd'hui soient ce qu'ils sont? Eh bien, écoutez la réponse, elle est lunaire. Ben, ce que pensent les chercheurs, ça n'a pas dû arriver partout, ça ne devait pas être pareil partout en Europe, mais certains chercheurs pensent qu'ils ont dû un peu zigouiller tous les individus masculins. Tous les mâles. Tous les individus masculins, effectivement. Et ça se voit sur le chromosome Y. Certains chromosomes Y que des Européens avant l'arrivée des Yamnaya, ont complètement disparu. Tandis que les chromosomes Y qui étaient portés par les Yamnaya, eux, ils se sont absolument répandus dans la population. Et donc, on sait aussi apparemment que c'était une migration un peu sexuellement biaisée. C'est-à-dire que les Yamnaya, il y avait, selon une étude, 14 hommes qui ont migré pour une seule femme. Donc, c'était probablement... On ne sait pas s'il y avait eu des massacres, mais en tout cas, ils se sont arroger le droit à la reproduction. Vous avez suivi massacre et viol. Ils ont éliminé tous les mâles dans certaines régions d'Europe et ont asservi les femmes qui ont survécu. Et vous avez entendu le nombre d'hommes en moyenne qui fécondaient une seule femme de force. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Simplement parce que l'histoire ne commence pas il y a 2000 ans ou 2050 ans ou encore 500 ans à l'arrivée des Occidentaux en Afrique. Non, pas du tout. L'histoire de cette planète date de plus de 4 milliards d'années. Et l'histoire de l'être humain sur cette planète commence il y a 4 millions d'années au moins. Et bon, si on veut même dire qu'on veut parler de l'histoire écrite, des vestiges les plus anciens, non contestés ou non sujets à des doutes, et aussi bien évidemment des civilisations les plus avancées, là on parle de 350 000 ans. 350 000 ans. Imaginez que vous avez 350 000 euros. Et dans les 350 000 euros là, on vous vole 2024 euros. Ça fait chier, c'est énervant, on n'a pas à le faire, c'est votre argent, mais ça ne représente pas grand-chose pour vous, n'est-ce pas, dans votre fortune globale. Parce que 2024 euros sur 350 000 euros, ça va, tu peux amortir, tu peux tanker à l'échelle de l'ensemble de ta fortune. Donc, c'est la même chose ici. On ne va pas se limiter à 2024 ans d'histoire alors qu'on a tout un background de 350 000 ans d'histoire. Ce n'est pas comparable. Ça ne vaut rien par rapport à la véritable histoire de l'humanité. Donc, madame la TikTokeuse, même si on doit parler de terre, l'Europe est à nous. Et ces gens qui habitent l'Europe aujourd'hui, ce sont des voleurs. Maintenant, admettons-le, les temps changent. Oui, ils nous ont pris l'Europe. Maintenant, c'est chez eux. Tout comme par exemple, ils ont volé les terres des Indiens d'Amérique et aujourd'hui, ils traitent les Indiens d'Amérique d'étrangers aux États-Unis. Ou encore la manière dont ils ont volé les terres des peuples autochtones d'Australie et aujourd'hui, ils les maltraitent sur leur propre territoire et les peuples autochtones sont minoritaires sur leur propre terre. Donc, ok, les temps changent. On peut partir du principe qu'ils ont pris nos terres et ont développé leur civilisation sur ce qui était avant nos terres. Maintenant, c'est leur terre. Ça veut dire que c'est à eux, et comme tu le diras, la France aux Français. Mais une fois de plus, non, c'est faux. La France d'aujourd'hui a été intégralement reconstruite par les Africains. C'est l'argent des Africains, la main-d'œuvre africaine, le savoir-faire africain qui ont reconstruit la France, littéralement. La France dans laquelle tu vis actuellement là, a été entièrement bâtie par les Africains. Vu qu'il s'agit de nos parents et de nos grands-parents qui ont reconstruit les routes et tout. D'ailleurs, sachez que si un truc ne va pas en France, j'ai le droit de parler parce que je paye les impôts en France. Mon argent et l'argent de tous les Africains de la zone CFA contribuent en grande partie à la richesse de la France. C'est avec mon argent qu'on paye les gens comme Bardella ou Emmanuel Macron. Mon argent, je dis bien. Donc, on ne vienne pas me dire que j'ai mon mot à dire ou alors que la France n'appartient qu'aux Français. C'est faux. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que l'Afrique et les Africains ont reconstruit la France. Pourquoi je parle de reconstruire? Parce que même la construction initiale de la France et de tout le monde occidental était l'œuvre des Africains. Tout a été fait par les Africains. Ce sont les Noirs de Mauritanie qui ont réenseigné les humanités classiques romaines et grecques aux Européens de la période médiévale. Puis, après des dizaines de guerres enchaînées, quand l'Europe était au bord de la ruine, ce sont les Africains capturés et mis en esclavage qui ont enrichi l'Europe, reconstruit toutes leurs villes et leurs civilisations. Après ça, il y a eu la colonisation fin 19e, début 20e siècle qui a vu prendre une quantité de richesses incalculables en Afrique. Je dis que c'est inestimable littéralement. C'est impossible de nos jours de savoir tout ce qui a été volé en Afrique pour terminer de bâtir l'Europe après les 2 grandes guerres mondiales et avant même les 2 grandes guerres mondiales.
Donc avant les deux grandes guerres mondiales, ils ont pillé de manière incontrôlée. Après les deux grandes guerres mondiales, la même chose. Et c'est nous qui avons reconstruit la France ainsi que toute l'Europe des années 50 aux années 70, intégralement. Et aujourd'hui même encore, c'est nous qui sommes dans les chantiers. Rien qu'avec ce brossage historique, on vient de voir là que du début de l'humanité, des premières civilisations en France, jusqu'à nos jours, ce sont les Noirs qui maintiennent cette terre que tu appelles la France en vie. Sans les Noirs, ça n'existerait plus. Fait intéressant aussi, Europe. Le nom Europe, qui est le nom du continent, est en réalité le nom d'une femme noire. Son frère, qui était le roi, avait donné le nom de sa sœur à la terre par respect pour elle, pour lui prêter allégeance, puisque la culture africaine à l'époque était matriarcale. Ce sont en fait les femmes qui avaient le pouvoir législatif et les hommes le pouvoir exécutif. Donc même la terre européenne est empreinte de l'ADN de l'Afrique à son sein. Et les vierges noires dont j'ai parlé sont dispersées un peu de partout en Europe. Et généralement, vous allez trouver au-dessus de ces vierges noires de grandes églises, de grandes cathédrales. Parce qu'ils ne peuvent pas déplacer ça. Ils se contentent de construire des choses au-dessus pour cacher ça. Mais bon, là-bas, c'est une autre histoire. Moi, je peux pas accepter qu'un étranger vienne dans ma maison, venir me dicter comment est-ce que je dois gérer mon foyer, comment est-ce que je dois m'asseoir à table, ce que je dois manger, la culture que je dois adopter, à quelle heure je dois aller dormir. C'est chez moi, je fais ce que je veux. T'es mon invité, si tu vois que la manière dont j'agis, je fonctionne, ça te plaît pas, tu pars chez toi. Vu que t'es de passage. On ferait peut-être mieux de lui rappeler qui est venu chez qui imposer ses langues, sa culture, ses valeurs aux autres. Qui est venu chez qui et a refusé de partir. Ce sont eux qui viennent chez les gens, leur imposent tout, les forcent à faire comme eux ils veulent. Et ensuite sont terrifiés, paniqués, scandalisés à l'idée de recevoir le même traitement. Cette peur viscérale là, c'est parce que c'est ce qu'ils ont fait. Hein? Qui a fait la colonisation à qui? Pourquoi on parle français? J'ai récemment fait une vidéo sur les gens d'extrême droite là. Et dans la vidéo en question, j'expliquais qu'ils confondent immigration et colonisation. Je me rends compte que la jeune fille dans la vidéo est dans la même situation, exactement la même. Elle confond les deux, elle confond immigration et colonisation. Donc on va déjà rappeler ce que j'avais dit pour que ça entre dans sa tête. Je ne vais pas reciter des arguments que j'avais déjà présentés. La colonisation est un processus historique et politique par lequel un pays ou un groupe de personnes, les colonisateurs, prend le contrôle d'un territoire et de sa population, qui sont les colonisés, toujours par la force pour les exploiter, soit exploiter leurs ressources, imposer leur culture, imposer leurs lois et leur administration. Ce phénomène a marqué profondément l'histoire mondiale, particulièrement à partir du XVe siècle, où les pays européens comme l'Espagne, le Portugal, la France, parce que vous semblez oublier ça, l'Angleterre, les Pays-Bas et d'autres pays ont établi des colonies en Afrique, en Amérique, en Asie et en Océanie. Qu'est-ce qui caractérise la colonisation? La colonisation commence toujours par une exploration suivie d'une conquête militaire du territoire visé. Une fois conquis, le territoire est occupé par les colons et les autorités coloniales qui établissent dans ces régions-là de nouvelles administrations. Ensuite, en deuxième partie, il y a l'exploitation. Les colonies sont exploitées pour leurs ressources, qu'il s'agisse de matières premières ou encore de main-d'œuvre. L'économie des colonies est réorientée pour servir les intérêts économiques de la métropole coloniale. Je précise encore, parce qu'il faut préciser pour ces enfants-là, bien bêtes. En troisième partie, il y a maintenant l'imposition culturelle et sociale. Les colonisateurs imposent leur langue, leur religion, leurs coutumes, leur système éducatif et juridique aux populations qui ont été colonisées. Cela se conduit toujours par la marginalisation des cultures locales. Ça veut dire qu'il y a clairement discrimination, et discrimination pensée et systémique. D'ailleurs, les colonisateurs imposent aussi leur présence parce qu'ils encouragent ou forcent la migration de populations de la métropole vers les colonies pour soit s'installer sur de nouvelles terres, ou alors soit travailler dans les industries coloniales. L'immigration, en revanche, c'est quoi? L'immigration est le processus par lequel des individus quittent leur pays d'origine pour s'installer de manière temporaire ou permanente dans un autre pays. Ce phénomène peut être motivé par plein de facteurs. Il y a plein de raisons, des raisons économiques, politiques, sociales, environnementales et j'en passe. Qu'est-ce qui caractérise l'immigration?
c'est le fait que le déplacement relève de la volonté de la personne qui part. L'immigration peut être volontaire lorsque la personne choisit de partir ou forcée d'une certaine manière. Mais la personne choisit quand même de partir parce qu'elle peut rester. Donc, c'est volontaire ou forcé. Forcé dans les cas de figure où la région est en guerre, où il y a des persécutions, où la situation devient très difficile à vivre, ou juste qu'il y a eu des catastrophes naturelles. Les États-Unis ont connu plusieurs vagues d'immigration massive, notamment au 19e et au début du 20e siècle, avec des millions de personnes venant d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine. L'Europe, après la Seconde Guerre mondiale, a eu de nombreux pays européens qui ont supplié les travailleurs africains pour venir reconstruire leur économie. Plus récemment, on a la crise des réfugiés syriens qui a provoqué une nouvelle vague d'immigration vers l'Europe. Au Moyen-Orient, des millions de travailleurs migrants, principalement d'Asie du Sud et du Sud-Est, ont migré vers les pays du Golfe pour travailler dans des secteurs comme la construction et les services. Donc, la colonisation et l'immigration sont deux phénomènes, deux concepts complètement différents qui impliquent le déplacement de populations, mais qui diffèrent fondamentalement dans les motivations et leurs mécanismes ainsi que leur impact. La colonisation est principalement motivée par la volonté d'un pays, d'une nation ou d'un groupe de personnes d'exercer un contrôle politique, économique et culturel sur un autre territoire. Les motivations incluent l'expansion territoriale, l'exploitation des ressources naturelles, la diffusion de la culture ou de la religion et l'augmentation de la puissance et de l'influence de la métropole. L'immigration, quant à elle, est généralement motivée par des raisons personnelles, familiales, économiques, politiques, environnementales et j'en passe. Les individus ou les familles immigrent pour chercher de meilleures conditions de vie, des opportunités d'emploi, de la sécurité, la réunification familiale ou pour échapper à des situations de conflit, de guerre, de persécution ou de catastrophes. La colonisation implique l'utilisation de la force militaire, la conquête et l'occupation du territoire. Une administration coloniale est mise en place pour gouverner les populations locales, souvent avec des impositions culturelles et une exploitation économique systémique. L'immigration, de son côté, se fait généralement de manière légale ou illégale, sans intention de prendre le contrôle de la politique ou de l'administration du pays d'accueil. Non. Les migrants s'intègrent dans la société existante, travaillent et vivent sous les lois et les règlements du pays d'accueil. Là où la colonisation crée une relation de domination et de subordination entre les colonisateurs et les colonisés, l'immigration n'implique pas une relation de domination. Les immigrants cherchent à s'intégrer et à participer à la société d'accueil, bien qu'ils puissent faire face, et on le sait, à des discriminations ou à des défis d'intégration. Mais les migrants, eux, veulent participer. Ils ne sont pas là pour imposer. L'immigration peut enrichir la société d'accueil sur le plan économique, et on le sait, et culturel même aussi. L'impact de l'immigration dépend de la politique étrangère du pays d'accueil. Ça aussi, on le sait. Il y a des pays qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres. J'espère que c'est bien compris maintenant. Passons à l'argument suivant. Ça tremble un peu partout parce que Jordan Bardella, il est passé. Certains sont mécontents, d'autres sont contents. Être content, mécontent, ça c'est pas notre affaire à nous, c'est leur pays. Et j'avoue, s'ils donnaient des motifs pour lesquels ils étaient contre l'immigration et qui n'étaient pas vrais, j'allais dire ok, là ils exagèrent. Mais en fait, les raisons pour lesquelles ils sont contre l'immigration sont des raisons vraiment justes. Regardez, l'insécurité est causée à majorité en France ici par des étrangers, les Noirs et les Arabes. Quand on parle de drogue, de dealers et autres, j'en passe, c'est les Noirs et les Arabes. Voilà. Donc on ne peut pas dire que ce pourquoi ils ne veulent plus qu'il y ait de l'immigration dans leur pays, c'est des mensonges. Ce qu'elle dit là me fait beaucoup penser à ce que Malcolm X disait. Les médias sont les entités les plus puissantes de la Terre. Ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de faire des coupables des innocents. Ce que cette jeune femme décrit, c'est une construction sociale artificielle, façonnée par les médias justement. Une construction sociale est un concept ou une réalité façonnée par des interactions humaines et les normes culturelles. Qu'est-ce qui amène la violence dans les banlieues, si ce n'est pas donc la volonté de survie? Pourquoi est-ce que les gens dans les banlieues, les racailles entre guillemets, ont besoin de survivre? Pourquoi? Parce qu'on les met dans des conditions qui développent certains comportements. C'est soigneusement pensé par des psychologues très compétents à qui on paye des fortunes pour maintenir des populations des banlieues, des milieux pauvres là, dans la pauvreté. Que ce soit la façon dont on les traite dans les médias, les films, l'imaginaire collectif, à l'école ou encore même la violence psychologique et la violence physique qu'ils reçoivent permanemment, tout est mis en place dans le but qu'ils ne sortent pas de là.
Ce n'est pas la peine de faire comme si ça ne se voyait pas, comme si on ne savait pas, comme si on n'avait pas suffisamment de recul aujourd'hui sur cette situation. Et les statistiques de criminalité sont biaisées par tout un tas de moyens, hein. Il y a mathématiquement plus de blancs criminels que de noirs criminels en France. Parce qu'il y a plus de blancs en France que de noirs. Beaucoup plus. Si je me souviens bien des chiffres, on parle d'à peu près 5 millions de noirs pour un peu plus de 50 millions de blancs en règle générale. Ouais, je ne vais pas dire parce que je ne maîtrise pas exactement les statistiques de population au chiffre près. Donc, mathématiquement, c'est impossible qu'il y ait plus de noirs criminels. Je le répète. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Ça ne tiendrait pas. Maintenant, on va l'admettre, il y a infiniment plus de noirs condamnés. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Pour un petit truc, on va donner à un noir 2, 3, 4 ans de prison. Alors que les autres vont prendre des réprimades, on va un peu les gronder, puis on va les libérer au bout de 8 jours en garde à vue. C'est fini. Maintenant, j'ai une question. Elle a parlé de vendeurs de filons. Je préfère éviter le mot, vous voyez de quoi elle parle. Elle a donc parlé de vendeurs de filons. Mais qui achète ? C'est ma question, qui achète? Ce sont toujours les mêmes pauvres là qui achètent ou bien ce sont d'autres gens? Qui consomme ça et qui fait en sorte que le marché de ça prospère en France? Qui? Donner les statistiques, c'est important. Donner les informations, c'est important. La même France qui accuse les immigrés de dealer, c'est la même France là qui met la vente de filons dans ses prévisions budgétaires. C'est elle qui met la vente de filons dans ça. Vous doutez? Écoutez ça. Il y a une chose qui m'a beaucoup choqué, moi, c'est le jour où j'ai découvert que dans les comptes de la République, les comptes de l'État annuels, parce que ça représente 3 milliards, on rajoute la vente de la drogue dans les comptes de l'État pour le PIB national de l'année. Ce type que vous avez écouté, c'est Alain Juillet. Oui, comme le mois de juillet. Il était directeur du renseignement au sein de la direction de la sécurité extérieure. Donc, c'était l'ancien directeur de la DGSE. Il a aussi été haut responsable chargé de l'intelligence économique auprès de l'ancien Premier ministre François Fillon. Et actuellement, il est le premier grand maître de la grande loge maçonnique française. Donc, on parle de quelqu'un qui a accès à des informations qu'on ne peut même pas imaginer. À des informations que même si on met devant mes yeux, qu'on me dit, tiens, bah ça, je ne peux même pas voir. Et c'est lui, même s'il fait semblant d'être étonné parce qu'il a la télé, qui dit que la France prévoit dans son PIB la vente du filon. Mais on condamne les gens, n'est-ce pas, pour ça? On les condamne. Ils prennent des années, ils prennent cher pour ça. Dans les médias, partout, on les condamne, on les insulte. Mais la France prévoit ça dans le PIB. Ce sont les jeunes noirs qu'on accuse, ce sont les jeunes de banlieue qu'on accuse. C'est eux qu'on met en prison, c'est eux qui écopent. Mais qui mange l'argent de ça? Qui? J'espère qu'avec les questions et les informations que je donne là, vous commencez à comprendre le système dans lequel on vit. Quand on pointe du doigt quelque chose, c'est-à-dire, quand on pointe du doigt, on vous dit allez là-bas. Hein? Quand on vous dit pensez comme ça, ce que vous devez faire, c'est prendre vos gens, mettre au cou et fuir dans la direction opposée. Parce que quand vous ne le faites pas, ça donne les résultats de la jeune dame qu'on est en train d'analyser en vidéo aussi. Ça donne exactement ça comme résultat. Une demoiselle convaincue d'avoir raison, convaincue d'avoir tout compris. Et comme sa vidéo a fait pratiquement 2 millions de vues et 140 000 likes, les commentaires, il y en avait plein aussi. Elle est encore plus persuadée d'avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir encore mieux compris que les autres au point d'aller expliquer aux autres. Hein? Tout ça, c'est le genjutsu, c'est l'illusion. On les traite de racistes, simplement parce qu'ils veulent vivre chez eux comme ils le sentent. Non. Non. On les traite de racistes parce qu'ils le sont. Parce qu'ils n'ont aucun problème avec tout ce qui ressemble à leur couleur de peau. Ils n'ont pas de problème avec les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Belges, les Suisses qui viennent en France. Hein? C'est seulement avec nous. Ce n'est donc pas une question de vivre comme eux. C'est une question de discrimination raciale, tout simplement. Voilà Tanguy David qui a adopté plus que les autres blancs venus d'Europe la culture française. C'est toujours le petit Tanguy qui est fier d'annoncer partout qu'il vote RN. Mais vous pensez vraiment qu'il ne va pas être visé parce qu'il vit comme un petit blanc? Est-ce que sérieusement vous pouvez m'affirmer en étant honnête et en me regardant droit dans les yeux, en fixant mes yeux, qu'on ne va pas le mettre dans le même bateau que les autres? Qu'on arrête de leur trouver des excuses. Ce qu'ils font, c'est du racisme. À un moment donné, soyons justes. Ça me rappelle une scène dans Full Metal Alchemist où on dit que dans une rébellion, donc quand il y a rébellion et tout, c'est la première personne à utiliser le mot justice qui a raison. Ou du moins la première personne à annoncer le mot justice dans les médias qui a raison. Dans ce cas de figure, si j'ai une question, à qui est-ce qu'on doit rendre justice au juste? C'est toujours nous qui sommes là en train
de défendre les autres, de justifier les actes des autres. C'est toujours nous qui devons faire preuve de compréhension face à des gens qui, depuis le début de l'histoire de l'humanité, de nos interactions avec eux, ils n'ont jamais voulu nous comprendre. Jamais, mais c'est nous qui faisons preuve de compréhension avec eux. J'ai pris le temps, j'ai fouillé dans le compte de cette demoiselle, en même temps elle n'a pas beaucoup de vidéos, parce que je me demandais si elle avait demandé justice pour tout ce qui s'est passé en Afrique et continue de se passer en Afrique. Si elle a demandé justice pour la colonisation et l'esclavage, si elle a demandé la justice pour ce qui se passe en Guadeloupe, en Martinique, en Haïti, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie ou encore en Australie. Je n'ai rien vu, bien évidemment. J'ai aussi cherché pour voir si elle a demandé justice pour tous ces gens qui se font fusiller, mettre en prison ou maltraiter injustement. Des innocents complètement, mais qui meurent. Et ensuite, on trouve mille et une raisons pour ne pas condamner le policier. J'ai cherché, je n'ai rien vu. J'ai regardé voir si elle a demandé la justice pour l'apartheid et les autres formes de ségrégation. Je n'ai rien vu. Mais elle demande la justice pour ceux qui, après nous avoir massacrés, forcés à reconstruire leur maison, voler notre argent, nous piller, maintenant veulent nous demander de rentrer chez nous, ou ils continuent de nous piller, prennent nos ressources, amènent chez eux, ce qui fait en sorte même qu'on est obligé d'arriver là-bas. Mais c'est pour eux qu'elle demande justice. Il faut qu'on soit juste. Où est la justice dans ça? Elle est où? Demande la justice pour ces terroristes financés par l'Occident qui créent les troubles dans les pays africains, qui font en sorte que les populations massacrées sont obligées de fuir de chez eux. C'est pour ça que tu dois demander justice. Ou bien eux, ces populations-là, c'est quoi? Ils ne méritent pas la justice? Vraiment, pardon, écoutons son dernier argument et finissons-en. Moi, j'en veux plus à nos dirigeants africains qui ne font rien. Rien pour aider la jeunesse africaine. Rien pour soutenir ces jeunes-là qui sont affamés, déroutés, perdus, qui n'ont plus de repères. Ces dirigeants africains-là sont concentrés à piller dans les caisses de l'État pour remplir leurs nombreux comptes qu'ils ont ouverts un peu partout à travers le monde, que de se soucier de l'avenir de la jeunesse. Il n'y a rien qui est fait pour que ces jeunes qui fuient l'Afrique pour venir vers l'Europe puissent s'en sortir. Il n'y a rien qui est fait. Et moi, c'est à nos dirigeants en Afrique que j'en veux. Les dirigeants africains, là, justement, sont les petits oies et les petits tanguis. D'ailleurs, ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés que dans quelques années, un Tanguy occupe un haut poste en Afrique. Vraiment, ne soyez pas étonnés. Il aura été formé pour ça. Il aura été formé pour être mis là. Les dirigeants africains sont dans une double serrure. La première serrure, c'est celle du système pensé contre eux. C'est-à-dire le système a été pensé vraiment pour les enfermer dedans. Et d'ailleurs, pour tous nous enfermer à l'intérieur, c'est pas que pour eux. Sauf qu'ils en sont aussi victimes à leur échelle. La seconde serrure, qui est même la plus grave, c'est l'éducation qu'ils ont reçue, donc le mental. Quand un membre de l'Assemblée nationale en RDC dit que la Belgique coloniale a tout créé au Congo, vous pensez vraiment que ce type peut réaliser quoi de bon, honnêtement? Tu verras même qu'il a un mépris chronique pour ses frères. Ce conditionnement est psychologique, il est mental et il est extrêmement pénible de s'en débarrasser. Il est extrêmement difficile. C'est d'une difficulté ahurissante. Parce qu'on te conditionne. C'est littéralement même ça. On te conditionne. C'est-à-dire que ton cerveau, même face à une réponse logique, va mettre un blocus. C'est-à-dire ça va ignorer ça. Le cerveau fonctionne comme une machine. On peut littéralement conditionner le cerveau à ignorer certaines informations. C'est la même chose ici. Beaucoup de dirigeants africains sont simplement conditionnés. Et tu auras beau parler, essayer de les raisonner, ils ne vont rien entendre. Ils sont conditionnés. Et en plus d'être conditionnés, on ajoute la peur, encerclés et contraints à agir d'une certaine manière. Faites très attention parce que je sais que les gens vont utiliser cet extrait pour vouloir me mettre dans la sauce. Vous n'allez pas y arriver. Je ne suis pas en train de justifier leur action. Beaucoup exagèrent et rien ne peut justifier la souffrance et la violence que les Africains subissent au quotidien. Absolument rien. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le problème est bien plus grave que ce que l'on pense. Ce n'est pas juste une question des dirigeants africains. Ce n'est pas que ça. C'est beaucoup plus grave. Et il faut qu'on s'attaque directement à la source du mal qui nous ronge. Qu'est-ce que les loges de sectes font par exemple en Afrique? Pourquoi est-ce qu'il y a des symboles et des artefacts européens en plein milieu de nos villes africaines? Ça sert à quoi? C'est placé là pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des obélisques dans des lieux de forte concentration d'énergie en Afrique? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur ces obélisques? Quelle incantation ça cache? Qu'est-ce qu'il y a en dessous, en dedans?
Voilà en fait les trucs qu'on doit se poser. C'est pour ça que je vous fais comprendre que le problème, c'est pas que le dirigeant. Le problème, c'est vraiment toute la machine mise en place. Parce que si on doit faire un parallèle, ce sont bien les dirigeants français qui contrôlent la Guadeloupe, la Kanaki ou encore la Martinique, n'est-ce pas? Ce sont bien eux. Mais pourquoi dans ces pays, pourtant dirigés par les mêmes Français qu'en France, par les mêmes gens, les Noirs souffrent et ils sont maltraités? Pourquoi? Le problème, ce n'est donc pas le lieu ou encore les dirigeants. C'est un système global qu'il faut briser, qu'il faut casser en réalité. Figurez-vous qu'il y a déjà une mise à prix sur la tête des dirigeants de l'AES. Dès qu'il y a des dirigeants qui veulent améliorer les conditions de vie de leur population en Afrique, vous avez vu ce qui se passe? Est-ce qu'à ce niveau-là, tu vas encore accuser les dirigeants africains qui veulent bien faire? Ou bien tu vas enfin voir d'où vient le problème? Ou peut-être que tu vas trouver injuste que les pays africains cherchent à se libérer et demander justice pour les militaires français qui ont été chassés après avoir passé 10 ans sans aucun résultat. On n'en sait rien. Vu ce que tu as déjà sorti comme dinguerie, tu en serais capable, vraiment. Ça ne me surprendrait pas en tout cas. Éduquez-vous. Avec la connaissance disponible aujourd'hui, vous n'avez aucune excuse, vous n'avez plus aucune excuse. Changez vos centres d'intérêt. C'est important de comprendre ce qui se passe autour de nous. C'est important de comprendre ce qui se passe autour de vous. La vie, ce n'est pas les jeux vidéo, les Netflix ou encore les trends de danse sur TikTok. On mène contre nous le combat le plus violent de l'histoire de l'humanité. Et cette guerre a déjà mené à la disparition de certains peuples. Nous avons disparu au nord de l'Amérique. Nous avons disparu au nord de l'Afrique. Et aujourd'hui, il y a des étrangers qui revendiquent la culture égyptienne antique. Il y a même des étrangers qui revendiquent la culture marocaine impériale. Nous avons disparu au nord de l'Afrique. Nous avons disparu dans une grande partie des Amériques. Comme en Argentine. Où sont passés les Noirs d'Argentine? Nous avons disparu en Palestine en 1925. Nous avons disparu en Australie également. Nous avons disparu en Europe. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent que la famille royale européenne actuelle est la vraie famille royale anglaise. Les Windsor. Ce n'est pas le cas. Et c'est parce que vous n'apprenez pas que vous pensez que cette histoire, c'est seulement une affaire d'immigration ou de vote. Ce n'est pas le cas. Que quelqu'un partage cette vidéo à cette jeune fille-là. Le nom de son compte TikTok, c'est Cœur d'Ange. Partagez-lui cette vidéo, c'est important qu'elle regarde. Et il faut qu'on comprenne que pour pouvoir riposter, le peuple a besoin de comprendre ce qui se passe. Si le peuple ne comprend pas ce qui se passe, si le peuple ne comprend pas ce qui arrive, elle sera incapable d'agir. Parce que justement, elle aura la condition mentale de la faiblesse. Elle aura la condition mentale de ployer le genou. Et ce qui va se passer, c'est que des pions seront juste remplacés par d'autres pions à la tête de nos États. On a vu ça se faire des dizaines de fois pendant la période des indépendances en Afrique. Et ça continue encore aujourd'hui. Donc il faut qu'on comprenne réellement nos enjeux. Ok? C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois.